And you have all this American great really diplomats. You have great. Il y a de nombreux excellents diplomates et universitaires américains. Cependant, je crois qu'ils ne sont pas vraiment écoutés, car leurs conclusions ne correspondent pas à l'opinion populaire. Cela semble être devenu très idéologique. Si vous ne vous alignez pas sur la ligne du parti, ils ne veulent probablement pas entendre parler de vous. Peu importe si vous avez joué un rôle déterminant dans la fin de la guerre froide. Peu importe si vous avez servi de l'époque de Nixon à l'ère de l'Arabie Saoudite. Rien ne compte vraiment à moins que vous ne disiez ce qu'ils veulent entendre. Bonjour à tous, c'est Pascal des études de neutralité. Aujourd'hui, je suis rejoint par le docteur Glenn Dizon. Il est professeur à l'Université du Sud-Est de la Norvège et rédacteur en chef adjoint de la revue Russie dans les affaires mondiales. Ses recherches sont principalement axées sur la politique étrangère russe et l'économie politique. Il a publié 10 livres et de nombreux articles de revues et chapitres de livres. Je suis fier de dire qu'un de ces chapitres est inclus dans mon livre sur la neutralité permanente. Ce livre est le résultat d'une conférence que nous avons organisée ensemble en 2019. Ce fut une excellente expérience de travailler avec Glenn. En plus de son travail universitaire, Glenn est un contributeur fréquent aux médias internationaux. Il a récemment commencé à collaborer avec l'équipe du Durand. Il a déjà aidé à produire environ 20 vidéos avec divers partenaires intéressants. Je recommande vivement de regarder ces vidéos. Si vous appréciez cette chaîne, vous apprécierez probablement le Durand et les discussions de Glenn là-bas. Glenn Dizon, merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci de m'avoir invité. Alors, Glenn, il y a beaucoup de choses que je veux discuter avec toi. Cependant, commençons par une interview récente que tu as faite sur le Durand. Tu as parlé avec un diplomate américain respecté, l'ambassadeur Shah Freeman. Je l'ai également eu sur cette chaîne auparavant. Son analyse est extrêmement précieuse. Quelle est la chose la plus significative que tu as apprise de ta conversation avec lui? Before I got in contact with him, I wanted to think a bit about. Avant de le contacter, je voulais réfléchir à sa contribution la plus intrigante. Il a une longue expérience en tant que diplomate américain. Il se concentre particulièrement sur le conflit avec la Russie. C'est parce qu'il a joué un rôle clé dans le développement de la nouvelle architecture de sécurité européenne qui tourne autour de l'OTAN. Après la guerre froide, il a travaillé pour Nixon lors de l'ouverture de la Chine dans les années 70. Plus tard, il a été ambassadeur en Arabie Saoudite. Actuellement, il y a un changement significatif dans la relation de ces trois pays avec les États-Unis. Huge shift in terms of the relationship with the United States. So my focus therefore wanted to be the changing world order as this international. Alors, mes parents voulaient faire partie de l'ordre mondial changeant. Ce système international, qui était organisé autour des États-Unis après la guerre froide, semble toucher à sa fin. L'architecture de sécurité européenne en Europe s'effondre également. Cette situation nous a conduit à une guerre. Les arrangements actuels avec la Chine ne fonctionnent pas non plus. Alors, nous devons soit trouver une solution diplomatique, soit faire face à une autre guerre. L'Arabie Saoudite, qui est au cœur du pétrodollar, change également de position. Ils ont déclaré qu'ils en avaient fini de plaire aux Américains et ont commencé à vendre du pétrole en monnaie chinoise. Cette personne est fascinante parce qu'elle relie tous ces éléments ensemble. Je trouve également intéressant de parler à d'anciens diplomates et dirigeants d'État parce qu'ils peuvent s'exprimer plus librement. Diplomats, former state leaders, because they can speak a bit more freely, obviously. Absolument. Vous pouvez voir dans son discours comment les événements actuels sont, en quelque sorte, en train de briser son cœur. On dirait que cela détruit une grande partie de son travail. Il a passé sa carrière dans la diplomatie de réconciliation, essayant de construire quelque chose de durable. Mais maintenant, tout s'effondre. Alors, pourquoi pensez-vous que nous avons de tels diplomates exceptionnels aux États-Unis? Jack Matlock est un autre que vous avez interviewé. Le département d'État américain était, ou du moins l'était, rempli de personnes extrêmement intelligentes et compétentes en géopolitique. Cela inclut des personnes comme George Kennan du passé. Pensez-vous qu'il y a encore des gens comme ça? Le département d'État a-t-il changé? Quelle est votre perspective sur cela? Non, il y a encore de telles personnes. En fait, l'une des raisons pour lesquelles je voulais réaliser ces entretiens est qu'il y a tant d'experts incroyables là-bas. Par exemple, considérez Jack Matlock. Je l'ai interviewé parce qu'il a joué un rôle clé dans la négociation de la fin de la guerre froide.
Il a constamment soutenu qu'il est possible d'atteindre la paix avec la Russie. Il ne demande pas grand-chose, juste une reconnaissance de base de leurs intérêts en matière de sécurité. En d'autres termes, ils ne veulent pas non plus que l'OTAN soit poussée à leurs frontières. C'est quelque chose que les États-Unis devraient pouvoir comprendre. Ils ne toléreraient pas la Russie ou la Chine à leurs frontières avec le Mexique. Donc, il a ce point de vue très basique et simple, qui était autrefois considéré comme du bon sens. Il y a beaucoup de grands diplomates et universitaires américains, mais ils ne sont pas vraiment entendus, je crois, parce que leurs conclusions ne correspondent pas à l'idéologie dominante. Je pense que la situation est devenue très idéologique. Alors, si vous ne soutenez pas efficacement la ligne du parti, je ne crois pas qu'ils veuillent entendre parler de vous. Peu importe si vous avez aidé à négocier la fin de la guerre froide. Peu importe si vous étiez impliqué de l'époque Nixon à l'Arabie Saoudite. Rien n'a vraiment d'importance à moins que vous ne disiez les choses qu'ils veulent entendre. Je trouve cela assez extraordinaire. Beaucoup des arguments présentés aujourd'hui, qu'ils viennent de Matlock, George Kennan, ou William Perry, le ministre de la Défense sous Clinton, tous ces individus respectés ont averti de la même chose. Mais maintenant, ces avertissements sont souvent rejetés comme de la propagande russe. Si vous suggérez que l'expansion d'une alliance militaire aux frontières russes est une menace pour la Russie, ils ne veulent pas l'entendre. Alors, peu importe qui vous êtes, je crois qu'ils ne veulent tout simplement pas entendre parler de ces personnes. Il est vraiment étrange que nous vivions maintenant dans un monde où la majorité de l'attention médiatique unilatérale et des messages proviennent de l'Occident. C'est une caractéristique que nous associons autrefois à l'Union soviétique et à la Chine, entre autres. Maintenant, je l'associe à l'Occident. Des personnes influentes sur YouTube, comme Jimmy Dore et Chris Hedges, soulignent que les États-Unis sont piégés dans un système à parti unique. Sur le papier, il y a deux partis, mais en réalité, il n'y a qu'une seule idéologie politique sans alternative. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? Comment voyez-vous actuellement le système américain? Well, I think it's a symptom of excessive propaganda because Je crois que c'est un symptôme de la propagande excessive. La propagande exploite souvent un certain instinct dans la nature humaine. Nous avons tendance à nous organiser en groupe, créant une mentalité de « nous contre eux ». Il y a une immense pression pour choisir le bon côté, ne laissant aucune place à une analyse objective. Par exemple, si vous soutenez que l'abandon de la politique d'une seule Chine pourrait conduire à la guerre, les gens pourraient se révolter. C'est parce que la politique d'une seule Chine est reconnue comme territoire chinois, et ils la défendraient. Cependant, c'est juste une analyse objective. C'est une tentative d'interpréter le monde tel qu'il est. De mon point de vue, je ne vois aucun moyen de séparer Taïwan de la Chine sans déclencher une guerre. Les gens ont souvent recours à des arguments normatifs, tels que « n'ont-ils pas le droit à l'autodétermination ?» ou « et si les gens ne veulent pas faire partie de la Chine ?» Je peux comprendre ces points de vue. Des arguments similaires sont avancés en Europe également. Par exemple, l'Ukraine ne devrait-elle pas être autorisée à décider de ses propres arrangements de sécurité? Ou la Russie devrait-elle avoir le pouvoir de dicter ce que font ses voisins? Je ne suis d'accord avec aucun de ces points. Cependant, nous devons reconnaître la réalité objective. Si une tentative est faite pour pousser l'OTAN en Crimée, cela pourrait conduire à la guerre. Il n'est pas possible d'affirmer cela sans qu'il soit interprété comme une prise de position. Cela semble être la seule chose que les gens recherchent. En conséquence, avoir une discussion sensée semble presque impossible maintenant. Il est vraiment fascinant de voir comment les choses sont souvent perçues en termes très noirs et blancs, comme notre camp contre leur camp. Par exemple, lorsqu'on discute de la situation des musulmans au Xinjiang, la position attendue est généralement l'exact opposé de celle prise lorsqu'on parle des musulmans en Palestine. Ces deux cas sont remarquablement similaires, pourtant on s'attend à ce que nous adoptions des points de vue complètement différents. C'est parce que ce sont les perspectives actuellement considérées. C'est assez particulier. Hier, j'ai regardé une interview de Donald Trump sur CNN. Habituellement, je trouve ces interviews plus proches du cirque, donc je ne prête pas beaucoup d'attention aux détails. Cependant, celle-ci a retenu mon attention. Les intervieweurs lui ont demandé qui il espérait voir gagner la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette question est comme un test de pureté. La réponse attendue est de dire que l'Ukraine doit gagner et que la Russie doit être vaincue. Si vous ne répétez pas cette ligne, vous êtes considéré comme ayant échoué et êtes disqualifié de la société polie.
La réponse de Trump n'était pas si mauvaise, même si je ne suis pas un grand fan de lui. Il a soutenu que le conflit ne serait pas résolu par une victoire totale. Au lieu de cela, il a suggéré que l'accent devrait être mis sur l'arrêt des tueries et l'initiation des pourparlers. J'ai trouvé cette approche raisonnable. Cependant, il semble que personne ne veut discuter de ce à quoi la victoire ressemblerait réellement. Cela signifie-t-il que l'OTAN prendra de force la Crimée? Je crois que cela conduirait à une guerre nucléaire bien avant que cela puisse se produire. Alors, à quoi ressemble la victoire? Personne ne semble vouloir en discuter. Il répète simplement la ligne du parti que l'Ukraine doit gagner, sans définir ce que cette victoire impliquerait. Trump a mentionné l'aspect humanitaire, et ce matin, le New York Times l'a critiqué pour cela. Ils l'ont accusé de rompre le consensus et de remettre en question l'Ukraine, un allié des États-Unis, et ainsi de suite. Glenn, avant de passer à la deuxième partie, je comprends que vous êtes un universitaire norvégien actuellement en Norvège. Je suis intéressé par votre point de vue sur l'analyse de Seymour Hersh. Il suggère que la Norvège a joué un rôle significatif dans le sabotage du pipeline Nord Stream. Quelle est votre opinion à ce sujet? Cela vous semble-t-il plausible? Well, I wouldn't have any information about it except what's in the article. Eh bien, je n'ai aucune information à ce sujet, sauf ce qui est dans l'article. En tant que Norvégien, j'espère de tout cœur que ce n'est pas vrai. Cependant, j'ai été déçu par la façon dont son article a été reçu, non seulement dans ce pays, mais aussi à l'échelle mondiale. Il est sans doute le journaliste d'investigation le plus renommé au monde. Il est connu pour avoir révélé le massacre de My Lai au Vietnam et celui d'Abu Ghraib en Irak. Mais lorsque cet article a été publié, les journalistes l'ont rapidement étiqueté comme un vieux poutiniste sénile qui a probablement été soudoyé et qui ne sait plus ce qu'il dit. Je trouve cette réaction étrange. Il n'est pas nécessaire d'être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve étrange que les gens aient ressenti le besoin de l'attaquer personnellement tout de suite. But I find it very strange the way we had to attack the person right away. And again, I don't think this is not gospel, but it should open up for some discussion, some. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit l'évangile, mais cela devrait susciter une certaine discussion, un débat ou une enquête indépendante. Il est étrange que l'infrastructure critique de l'Europe ait été attaquée et qu'il n'y ait pas de débat à ce sujet. Mon point de vue principal sur cette question est basé sur les réactions et les analyses qui ont émergé. Je n'ai aucune preuve, donc je ne peux pas dire qui a fait cela. Rappelez-vous, pendant des années, les Américains imposaient des sanctions aux Européens. Ces sanctions ont également été imposées aux entreprises qui construisaient Nord Stream. Des politiciens de tous les niveaux aux États-Unis, jusqu'au plus haut niveau, menaçaient les pipelines. Beaucoup menaçaient également la rouille au fond de la mer Baltique. Cela est allé aussi loin que Victoria et Newland. Ted Cruz a même dit que nous devons l'arrêter par tous les moyens nécessaires. It went all the way to Victoria Nuland. You had Ted Cruz saying we have to stop it, all means necessary. And obviously, clairement, Biden lui-même est apparu à la télévision aux côtés de Schultz. Je crois que tout le monde a vu cette vidéo maintenant. Il a déclaré que si la Russie envahit, cette situation prendra fin. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas le contrôle de ce pipeline allemand. Cependant, il a assuré qu'il s'en occuperait. Les choses deviennent étranges ici car après la destruction du pipeline, l'ancien ministre de la Défense de la Pologne, dont je ne me souviens plus du nom, a tweeté ses remerciements aux États-Unis. Victoria Nuland et Anthony Blinken étaient essentiellement en train de le célébrer, exprimant leur joie et le qualifiant de grande opportunité. Pourtant, ici en Europe, nous devons agir comme si l'Amérique n'avait aucun intérêt dans cette affaire. Si vous suggérez même que l'Amérique bénéficie de cela, on vous traite de propagandiste ou de théoricien du complot. Pendant ce temps, ils célèbrent de l'autre côté de l'Atlantique. L'analyse la plus intrigante que j'ai rencontrée est celle de Wolfgang Strick. Il soutient que c'est juste une autre instance des États-Unis imposant leur volonté, et tout le monde doit se conformer. Si vous ne le faites pas, vous êtes exclu du groupe. Mais c'est tellement flagrant et absurde que c'est comme s'il disait « Nous pouvons faire cela, nous avons causé ce gâchis, et il n'y a rien que vous puissiez faire à ce sujet. Il n'y a rien que les Européens feront, alors Russie, observez notre pouvoir. Nous pouvons mentir directement à leur visage. Tout le monde sait que c'est un mensonge, mais ils ne peuvent rien faire à ce sujet, n'est-ce pas? La Suède a mené une enquête mais n'a pas publié les résultats. Les États-Unis pourraient avoir une enquête du Congrès ou toute enquête sérieuse, comme l'enquête Mueller, qui pourrait examiner minutieusement les documents. Mais ils ne le font pas.
Au Parlement de l'Union européenne, Claire Daly demande bruyamment une enquête. Pourtant, personne n'en initie une. Non, l'équipe d'enquête suédoise est descendue là-bas pour enquêter sur ce qui s'était passé. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas partager leurs conclusions avec les Danois ou les Allemands. Cela aurait dû immédiatement soulever quelques drapeaux rouges. Cependant, mon principal constat de l'article de Hertz, c'est qu'une fois qu'il a été publié, il a exercé beaucoup de pression sur les États-Unis. C'est parce que le récit sur la Russie n'avait aucun sens. Pourquoi attaqueraient-ils leur propre pipeline et fermeraient-ils les vannes? Quel serait le but de cela? La Russie pourrait vouloir envoyer un message, mais si c'était le cas, pourquoi n'ont-ils pas attaqué le véritable pipeline norvégien vers les Européens? Ce pipeline est leur principal concurrent. Au lieu de cela, ils auraient soi-disant envoyé un signal en faisant exploser leur propre pipeline, qui est une source de revenus et d'influence. Cela n'avait aucun sens. Ensuite, l'article de Hirsch a été publié. En réponse, les Américains ont dit que c'était en fait un groupe pro-ukrainien qui était responsable. Ils ont affirmé qu'ils savaient depuis le début que ce n'étaient pas les Russes, et que leurs services de sécurité en étaient conscients. Alors, pourquoi le secrétaire général de l'OTAN a-t-il presque déclaré la guerre à la Russie? Essentiellement, ils admettent qu'ils ont trompé leur propre peuple et leurs partenaires s'ils savaient que ce n'étaient pas les Russes. Cependant, l'histoire implique un groupe pro-ukrainien. Ce ne sont qu'une poignée d'Ukrainiens sur un voilier embarquant pour une mission importante. C'était tout aussi absurde. Puis les Russes interviennent et disent « Nous ne pouvons pas nous faire confiance. Faisons appel à une tierce partie neutre pour enquêter sur cette affaire. » Mais tous les États occidentaux refusent, affirmant qu'il n'y a pas besoin d'une enquête, même s'il n'est pas clair qui est responsable. Pour aggraver les choses, le Washington Post a publié un article avertissant que nous devons arrêter de discuter de Nord Stream. Si nous continuons à fouiller, nous pourrions trouver des réponses que nous n'aimerons pas. À quel point cela est-il proche de l'aveu que les États-Unis étaient derrière tout cela? Je ne l'appelle plus le Washington Post. Je l'appelle maintenant le Washington Pravda car il est essentiellement devenu un porte-parole. But you have the same now with, sorry, but you have the same now with the war in Ukraine because, every now and then. La même situation se produit maintenant avec la guerre en Ukraine. La centrale nucléaire de Zaporozhye est fréquemment bombardée. Cette centrale est sous contrôle russe depuis plus d'un an. De nombreux journaux, dont The Guardian, affirment que les Russes bombardent leur propre centrale nucléaire. Ils se demandent pourquoi ils feraient cela. Certains suggèrent qu'ils essaient d'envoyer un message, suivant le scénario du Kremlin. Cependant, les Ukrainiens ont 3 centrales nucléaires sous leur contrôle. La Russie n'a jamais bombardé celle-ci, seulement la leur. La propagande devient ridicule et bizarre. C'est un test de loyauté, comme vous l'avez mentionné. Vous devez montrer votre loyauté envers le récit et le répéter. Si vous ne le faites pas, vous êtes étiqueté comme propagandiste ou théoricien du complot, et vous êtes marginalisé. Then you're a propagandist, you're a conspiracy theorist, and you get squeezed out. So. Non, Glenn, je pense que nous pouvons tous convenir que la Russie est la superpuissance la plus autodestructrice de l'histoire des superpuissances. Elle semble seulement s'attaquer à elle-même et à l'Ukraine. Eh bien, Glenn, si tu dis cela, on dirait que tu défends la Russie. Cela implique que tu es pro-russe et anti-ukrainien. Il semble que tu aies choisi leur camp plutôt que le nôtre. C'est la logique dominante. Alors, si tu es de notre côté, tu devrais faire écho à notre récit et éviter le leur. Il n'y a pas de place pour une analyse objective ou pour interpréter le monde tel qu'il est. La seule chose qui compte maintenant, c'est de faire des déclarations qui montrent ton soutien à notre camp. C'est pourquoi c'est une période si difficile pour être un universitaire. Oui, et c'est pourquoi plaider pour la neutralité est terrible. Vous avez fait cet argument dans votre article il y a 3 ans. Vous avez dit que la Russie soutient des solutions neutres à ses frontières. Cette idée est devenue inacceptable. Je crois que la guerre en Ukraine vous donne raison. L'Occident n'est pas prêt à accepter la neutralité. Cela est évident dans la façon dont il traite actuellement l'Ukraine et comment il a traité l'Ukraine dans le passé. Il pousse l'Ukraine à devenir un terrain de mise en scène contre la Russie. Cela est également évident dans la façon dont il traite les nations qui ne sont pas leurs alliés. Ils essaient de pousser tout le monde dans leur camp. C'est une situation de être avec nous ou contre nous. Cependant, cette approche semble s'affaiblir un peu en ce moment. Oui, donc après la guerre froide, il y avait cet argument selon lequel les pays d'Europe de l'Est voulaient rejoindre l'OTAN, et l'OTAN répondait simplement à ce désir. Cet argument pourrait être fait parce que de nombreux pays, comme la Pologne, ne voulaient pas vraiment d'une Europe unifiée sans ligne de démarcation. Au lieu de cela,
Il voulait maintenir ces lignes de démarcation, mais être du côté occidental de celles-ci. C'est un argument raisonnable à faire. Cependant, cela ne s'applique pas à l'Ukraine. Il y a une perception commune que l'Ukraine a toujours voulu échapper à l'ombre de la Russie. Mais cela est facilement prouvé comme étant faux. Il y a de nombreux sondages, y compris des sondages étrangers ukrainiens, qui montrent constamment le même résultat. From 1991 to 2014, approximately 20% of Ukraine. De 1991 à 2014, environ 20% des Ukrainiens voulaient rejoindre l'OTAN. L'OTAN a publié un rapport en 2011, déclarant que le principal obstacle au développement de leur partenariat avec l'Ukraine était le manque d'intérêt de cette dernière à rejoindre l'organisation. Ils avaient une loi qui imposait la neutralité et seulement 20% de la population voulait rejoindre l'OTAN. Donc, l'idée que nous étions simplement passifs pendant qu'ils voulaient ardemment rejoindre est fausse. Il est facile de prouver cela car les preuves sont claires. Oui, personne ne peut nier ce fait. The evidence It was. is right there. Yeah. Yeah. I mean, It the doesn't war matter has because changed it. no one can say it. Sorry. La guerre a considérablement changé là-bas. Des rapports récents ont souligné ce changement. Bien sûr, cette guerre est terrible. Mais Glenn, j'aimerais passer à la deuxième partie avec vous, si cela vous convient. If I may.